comme disait les inconnus, c'est Darty, mon kiki. Alors, on est donc dans la première question. Donc on est, alors, pour ceux qui nous rejoignent, bonsoir. Euh, donc on est dans la première partie du cours sur la culture. On est revenu à Rousseau. Et c'est la fameuse préface du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, publiée en 1755. Donc la question à laquelle Hélène a très bien répondu, c'est quel est le sens de l'analogie que Rousseau établit entre l'être humain en général, et en fait plutôt l'âme humaine, et le mythe de la statue de Glaucus qui va apparaître pour la première fois, à ma connaissance, dans un des livres de la République. Donc, c'est parti. Rousseau, dans la préface du second discours, va comparer l'être humain à la statue de Glaucus. Donc, Glaucus était un dieu marin mineur qui, pour de basses raisons sexuelles, avait été puni, châtié par Poséidon et condamné à être pétrifié. Donc, sa chair s'était changée en pierre, et comme notre ami Glaucus était un dieu marin, forcément, le rocher qu'il était devenu s'est chargé progressivement au fil des années, au fil des siècles, s'est chargé de crustacés, coquillages, comme disait Brigitte Bardot, et le vent, les marées, le choc des vagues a fini par totalement estomper ses traits. Si bien qu'on devinait encore, en voyant ce rocher, qu'il avait été un dieu, qu'il avait eu un corps, mais on ne pouvait pas véritablement discerner sa forme originale, originaire, devrais-je dire. Alors, ici, premier point, donc là vraiment je rentre dans l'explication du texte. Premier point, le sens le plus important peut-être de l'analogie, c'est que Rousseau établit immédiatement une identité entre la nature et l'origine. La nature, c'est l'origine. Et l'origine vous donne la nature d'une chose. Qu'est-ce que c'est que la nature pour Rousseau? La nature, c'est ce qu'est une chose. On pourrait dire c'est son essence. Si on parle comme les philosophes de l'Antiquité, ou même comme Descartes, hein. Mais qu'est-ce qu'une chose? Ce qu'est une chose nous est donné par la connaissance de son origine. Autrement dit, pour savoir ce qu'est une chose, nous dit Rousseau, il faut savoir ce qu'elle était originairement, il faut savoir ce qui l'a causé. Donc on est clairement dans une démarche qui est celle de la science depuis la modernité, à savoir ce que c'est qu'une chose nous est donné par sa cause. Pour savoir ce que c'est qu'une chose, il faut savoir ce qui l'a causé. Et ça, c'est constitutif de la science. Alors on pourrait dire il y avait les 4 causes aristotéliciennes, mais c'est vraiment constitutif de la science depuis Descartes.
Donc ici, c'est très important de comprendre que Rousseau n'entend pas nous dire ce que nous sommes de manière totalement isolée, comme si ça sortait de nulle part. Ce qu'il entend nous dire, c'est ce qui nous a causé. Ce qu'il entend nous dire, c'est quelle est notre origine. Alors, c'est quelque chose d'assez facile à comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau authentique? C'est aussi un tableau qui est original. C'est un tableau qui est original. Donc, en fait, on voit bien le rapport entre la vérité de ce que nous sommes et le caractère originaire de ce que nous étions. Ce que nous sommes, c'est ce que nous fûmes à l'origine. Ça, ça va avoir une grande importance idéologique des siècles plus tard, aujourd'hui en fait. Alors, deuxième point, c'est ce que je vous disais. Le deuxième intérêt de l'analogie, c'est que il permet de penser le problème de l'indiscernable ou de l'indécis. Ce que nous explique Rousseau, c'est que nous avons été tellement modifiés par la société, c'est un petit peu comme Kim Kardashian, si vous voulez, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on était à l'origine. On ne peut plus faire, dans un cas, la part entre la chair et le plastique. D'autre part, la part entre ce que nous avons acquis comme faculté, comme sentiment, comme, vertu, comme vice, et ce que nous étions à l'origine. Donc, si on était capable de faire cette part, de faire cette division, on pourrait y aller au scalpel et dire, ah voilà, par exemple, la tendresse que nous avons pour nos enfants, elle est naturelle. Mais est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est culturel? Est-ce que nos sentiments sont naturels ou est-ce qu'ils sont culturels? Est-ce que notre alimentation est naturelle ou est-ce qu'elle est culturelle? Est-ce que notre posture est naturelle ou est-ce qu'elle est culturelle? Etc., etc. Donc en fait, ça c'est un problème qu'on va retrouver vraiment, je vous ai vu, c'est un problème qu'on va retrouver chez les Lévi-Strauss, mais la question c'est effectivement faire le tri. Où finit notre nature et où commence notre culture? Et ce que permet de penser la statue de Glaucus, c'est qu'au fond, la, c'est flou tout ça. Enfin, nous sommes devenus des monstres, hein, et le problème du monstre, c'est que on devine l'homme sous le monstre, on devine l'être humain sous le monstre, et le problème, c'est qu'on ne sait pas totalement où il est. Alors, pour les plus cinéphiles d'entre vous, vous voyez La Mouche de Cronenberg. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Roméo, La Mouche. Bah, La Mouche, c'est ça. C'est au milieu du film. On est entre la mouche et Jeff Goldblum. Donc, entre deux monstres. La question, c'est effectivement où finit Jeff Goldblum et où commence la mouche. Ouais. Oui, c'est la même chose. Alors, je répète pour les micros du Mont-Télé, c'est exactement la même chose de se demander qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis. C'est se demander ce qui est spontané et ce qui est forcé, ou en tout cas ce qui répond à un stimulus, ou à une habitude, etc. etc. Ouais, effectivement, c'est le même problème. Alors, troisième point qui est, en fait, si vous n'avez pas un petit arrière-plan en épistémologie, vous ne pouvez pas voir. Ce qui est en jeu dans l'analogie avec la statue de Glaucus, c'est un modèle astronomique. C'est-à-dire que Rousseau, ici, pense à Newton. Et alors, peu importe le titre exact de son ouvrage, mais je peux le retrouver.
quoi ce livre? J'en avais lu la préface. C'est vraiment... c'était vraiment pas un chef-d'œuvre cette affaire, mais c'était quand même très intéressant. Ah, nanana. Non, c'est pas ça. Ah zut. Ah voilà. Ouais. Ah bah non, il me donne pas l'œuvre, effectivement. Bon, alors ce que Newton va faire à partir des principes mathématiques des lois de la nature, ce que Newton va faire, c'est qu'il va montrer que des causes extrêmement simples peuvent avoir des effets extraordinairement complexes. Et ce qu'il va montrer, c'est que à partir de la gravitation, on peut expliquer la formation des soleils, des étoiles, et des systèmes solaires, des planètes, des comètes, etc., etc. Donc en fait, simplement par une cause, on arrive à des effets extraordinairement complexes. Ça, c'est ce que dit Newton. Et ce que nous dit Rousseau ici, c'est que, ok, le système solaire est complexe, alors qu'il n'y a qu'une seule cause à l'origine du système solaire. Mais imaginez la complexité de l'être humain qui, lui, est soumis non pas à une cause, non pas à 100 causes, mais à 100 000 causes, à 62 millions de causes, à 6 milliards et demi de causes. Autrement dit, à tous les autres êtres humains qui vont avoir une influence sur lui. Donc, en fait, lorsque Rousseau parle de la céleste et majestueuse simplicité de l'être humain à l'origine, il fait son Newton, il dit, bah voilà, avant, l'être humain était déterminé par, en tout cas se déterminait par rapport à une, deux, trois causes. Aujourd'hui, il est déterminé par des milliers, des millions de causes. En quoi ça pose problème? Ça pose problème d'un point de vue épistémique, ça pose problème d'un point de vue scientifique. Autant je peux connaître des systèmes simples, c'est-à-dire que je peux faire de l'astronomie parce que les lois de l'astronomie sont simples, autant faire une science de l'homme lorsque les causalités, les enchaînements causaux qui font que je suis ce que je suis, lorsque ces enchaînements causaux sont extraordinairement complexes, lorsqu'ils sont infinis virtuellement, là, la science de l'homme devient impossible. La science de l'homme est ruinée par la complexité et le nombre des causes qui influencent l'être humain. Donc, solution de Rousseau, la science de l'homme, c'est forcément la science de l'homme à l'état de nature. Sinon, on ne peut pas la faire. Il y a trop de causes qui, entrent en jeu dans la société pour faire une science de l'homme dans la société. Donc voilà ce qui, en gros, la réponse à la première question. Question 2. Donc Hélène, j'étais content. Je mets la note tout de suite pour pas l'oublier. Donnez-moi 2 secondes, Antoine. Toc. Et Neto sans bug, parce que sinon ça serait pas drôle. Allez, ouais, 20 minutes après. Alors. Rappelez-moi la deuxième question, simplement, Antoine. Quel problème pose le progrès à la science de l'homme? Okay.
trimestre 2, pas trimestre 3. Hop. Alors donc, Mademoiselle Saban, toc. Allons-y Antoine. Dans Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Rousseau considère le progrès de la recherche comme un obstacle à la connaissance de l'espèce humaine. En effet, pour lui, plus la science de l'homme évolue, plus l'on s'éloigne de son état primitif. Ainsi, le progrès empiète à la science de l'homme, puisque pour Rousseau, la connaissance de l'homme découle de l'étude de l'être humain à son état primitif. Alors, empiète à. Empiète à la science de l'homme. Ouais, ça va pas. Est-ce que vous pouvez me relire la phrase? Comme ça, ouais, comme ça, je vous la corrige. Ainsi, le progrès empiète à la science de l'homme, puisque pour Rousseau, la connaissance de l'homme découle de l'étude de l'être humain à son état primitif. Empêche? Ouais, empêche, tout simplement. Bon, bonne réponse. Bonne réponse du candidat. Donc je vais étoffer un tout petit peu, mais franchement, c'est exactement ce qu'il fallait dire. Donc, effectivement, donc je répète la question. La question 2 était quel problème pose à la constitution de la science de l'homme le progrès scientifique? Alors, tout d'abord, il est très difficile de penser la science en dehors d'une logique de progrès. La science se définit depuis Galilée par un sens, c'est-à-dire à la fois une signification et une direction historique. La science consiste à se rapprocher sans cesse de l'exactitude, à devenir de plus en plus exacte. La sonnerie se marre. Elle toussait, maintenant elle rigole. Attendez, je finis simplement ça. La science consistait effectivement à se rapprocher, à devenir de plus en plus exacte. Et comment? En accumulant des connaissances. Bon, je reviens là-dessus la prochaine fois. C'était un gloussement de dindon.